Bienvenue sur My Pink Sofa, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble l'histoire de Camille et voir comment une jeune femme formidable, brillante, très jolie, peut finalement vivre reclus chez elle dans une souffrance et une incompréhension absolument énormes. Alors, lorsque je rencontre Camille, la première fois, c'est en visio, parce qu'elle ne peut absolument pas sortir de sa chambre. Camille a 23 ans. C'est une élève brillante qui termine des études pour être enseignante. Mais elle n'est plus du tout capable d'aller en cours. Elle vit les volets fermés, les fenêtres fermées, les rideaux fermés. Elle a énormément de TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Elle vit quasiment dans le noir et elle a un état dépressif qu'elle ne s'explique pas par sa vie parce que ses études, c'est une passion de toujours. Elle a toujours voulu être enseignante en maternelle. Elle a toujours aimé la transmission du savoir, le jeu, le contact des jeunes enfants, la pédagogie. Elle a elle-même fait ses études exigeantes et intéressantes avec beaucoup de passion. Et elle est désemparée d'être elle-même dans cet état d'incapacité de se rendre à ses examens, d'incapacité de sortir de chez elle, d'assumer les stages auxquels elle doit aller. Elle n'a fait qu'un seul stage et elle est revenue de ce stage heureuse de son expérience, mais avec un mal-être absolument épouvantable et qui s'est aggravé. Et aujourd'hui, elle est atteinte de TOC absolument terribles qui font qu'elle est incapable de tenir quoi que ce soit dans ses mains. Donc elle ne peut pas tenir un pot de crayon pour des enfants, elle ne peut pas tenir une sacoche pour aller, ou même son sac à main ou son cartable. Elle ne peut pas tourner une poignée de porte, ni tenir le volant de sa voiture pour se rendre soit en cours, soit en stage. Donc c'est quand même fortement invalidant. Toute forme d'objet rond, c'est impossible. Même le manche de sa brosse à cheveux, elle n'arrive pas à se coiffer. Et elle est dans le désarroi de cet échec de vie, ce qu'elle vit comme ça, et elle oscille entre dépression et colère. Curieusement, son seul réconfort, c'est son doudou, alors que son doudou, il avait été relégué aux oubliettes depuis belle lurette. Alors, elle a vu plein d'enfants à la maternelle avec leur doudou. Est-ce que ça a ravivé la mémoire de cet objet? On ne sait pas. Mais toujours est-il que c'est redevenu sa ressource. Alors nous discutons de son choix professionnel dans un premier temps. Est-ce que réellement c'était sa liberté de choix, son propre choix? Et qu'est-ce qui s'est passé lors de ces journées de stage? Et elle me dit, en fait, j'adore ce que je fais. Ça me passionne, je me sens à ma place, je suis heureuse d'accueillir tous ces enfants, de m'occuper d'eux. Et je me sens très très proche d'une petite fille. Alors, je lui dis d'accord, et qu'est-ce qui vous fait vous sentir proche d'elle? Et puis, elle me dit, je sais pas, c'est comme si je me reconnaissais en elle. Elle me ressemble pas du tout physiquement. Effectivement, Camille est blonde avec les yeux clairs et cette petite fille est d'une autre couleur de peau. Donc elle m'a dit c'est pas du tout l'apparence physique qui nous rapproche, mais c'est son comportement. Il y a quelque chose en elle, dans sa relation avec moi, dans sa façon d'être tout court dans la classe, dans son comportement. Je me sens proche, mais comme si c'était une reconnaissance et que elle était sous ma responsabilité, mais ma protection, et que je devais veiller sur elle. C'est comme si je me revoyais enfant et elle était en difficulté pour me raconter complètement la situation. C'était une perception presque indescriptible, impalpable, mais quelque chose d'évident pour elle, de très fort. Et surtout avec un très fort sentiment de responsabilité vis-à-vis de cet enfant et une nécessité de la protéger. Donc on a entamé le parcours thérapeutique sous forme de séance d'hypnose. Et au cours de la toute première séance, parce qu'en général ça va vraiment vite,
on est remonté jusqu'au moment où elle se voyait dans le jardin de ses grands-parents en province, dans une jolie ville cossue de province, lors d'un repas de famille avec ses parents à l'intérieur et elle jouant dans le jardin, âgée d'environ 3 ans et demi, 4 ans. Donc effectivement l'âge de la petite fille de la classe dont elle avait tellement, pour laquelle elle portait tant d'attention. Et elle était, le déjeuner se prolongeait et elle était dans le jardin en train de jouer seule. Le grand jardin d'une grande maison. Et dans cette grande maison, il y avait un appartement, un studio indépendant qui servait à accueillir la famille quand c'était pas de la famille forcément très proche, ou pour donner de l'indépendance à des personnes qui on voulait donner plus de place ou plus de liberté dans leur mode de vie. Et depuis plusieurs années, successivement, ce studio était loué à de jeunes étudiants locaux, un peu par le bouche à oreille, l'entre-soi local, par réputation. Il était plutôt prisé parce que ce studio, il était indépendant et il bénéficiait d'une partie du jardin de la maison qui était très très agréable et pour un prix intéressant, du moment que par réputation on pouvait se refiler l'adresse d'une année sur l'autre entre étudiants ou entre familles régionales. Donc il était loué à un jeune étudiant et qu'elle avait l'habitude de voir dans le jardin. Et là, il est venu jouer avec elle. Et puis, il l'a soustrait à l'attention de la totalité de la famille, mais personne ne s'en est inquiété. Parce que le repas suivait son train, les discussions, les échanges, et puis on le connaissait, on le voyait régulièrement avec elle. Mais malheureusement, ce jour-là, un événement beaucoup plus funeste s'est produit. Et vous aurez compris, hélas, que malgré qu'elle ait 3 ans et demi, il a abusé d'elle. Et elle a aussi dû lui prodiguer des caresses qui nous expliquent, au fur et à mesure du déroulement de la séance, cette difficulté qu'elle a à tenir quoi que ce soit dans ses mains, avec ce sentiment permanent de souillure et cette peur de sortir, les tocs, le malaise, et en réalité elle comprend que la petite fille si proche d'elle, elle présente les mêmes symptômes qu'elle. Donc nous travaillons à la guérison de cette situation. Bien évidemment, on ne peut pas changer un événement qui s'est produit, mais par contre, grâce à l'hypnose, on peut changer la lecture que notre cerveau en fait. Et dans son cas, évidemment, son cerveau, il avait transformé ça en l'incapacité de se retrouver dans des situations qui lui rappellent les mêmes gestes, les mêmes émotions, et la confrontation à cette petite fille, dont nous comprendrons et nous apprendrons plus tard qu'elle vivait la même chose, a réveillé en elle l'amnésie traumatique. Donc en réalité, on a pu traiter les TOC, la déscolarisation et sa souffrance surtout immense, son incompréhension, son sentiment d'échec, sa honte, sa peur, cet état dépressif, sa colère, en lui permettant de reconnecter avec cet événement. Alors elle a été bousculée, ça c'est certain, mais elle a été positivement rétablie dans la légitimité de son état et dans sa paix finalement, et aussi dans la légitimité de son choix professionnel. Elle a compris qu'au-delà de choisir une voie d'enseignement, elle choisissait aussi une voie de protection de l'enfance, une voie d'accompagnement, une voie de vigilance à l'état des enfants. Et donc, elle a décidé de porter plainte. Et en cette période où, enfin, ce sujet, on lève un peu le tabou, et sur lequel il est temps que la honte change de camp, j'ai été très fière de pouvoir la soutenir et l'accompagner dans cette démarche. Dieu merci, elle a des parents qui ont compris la situation. Alors nous avons dû l'annoncer à ses parents, ce qui n'a pas été tout à fait simple, mais
Ils ont compris, et puis ça fait partie du chemin. Et pour elle, ça a été une telle paix. En réalité, ils ont vu une telle paix s'installer en elle après qu'elle ait compris ce dont elle avait été victime et qui était à bas bruit, ce qui finalement la rendait aussi mal, qu'ils ont compris l'importance de la situation. Donc ils sont allés vers les grands-parents essayant de retrouver une quittance de loyer, un nom pour pouvoir porter plainte avec une identité. Malheureusement, le contexte de location par le bouche à oreille fait qu'il n'y avait pas de quittance, pas de nom. Et ça a été une grande déception pour elle de ne pas se voir en capacité de se voir rendre justice, parce que porter plainte, même si c'est une démarche compliquée et une démarche de réparation, c'est une seule première, c'est plus le constat et la déclaration de ce que l'on a vécu, mais ce n'est pas la réparation. Et la réparation, même si on l'a fait d'un point de vue thérapeutique, la réparation qui nous est donnée par la reconnaissance de la société, de notre statut de victime et de la bonne organisation des valeurs morales de la vie et du vivre ensemble et des limites et de ce qui est interdit, elle est absolument indispensable. Et ne pas pouvoir bénéficier de cette réparation-là, ça a été quand même une souffrance qu'il a fallu accompagner parce que c'était une grande frustration. Alors positivement, cette frustration, elle a été contrebalancée par la grande satisfaction d'avoir pris conscience d'un enjeu bien plus grand que celui d'enseigner auprès des enfants, mais encore plus celui d'être une forme de vigilance, d'avoir en elle, elle a fait de cette sinistre agression une compétence de vigilance et de discernement. Elle sait aujourd'hui, malheureusement parce qu'elle a vécu cela, elle sait aujourd'hui identifier les enfants victimes de la même chose. Parce qu'en réalité, il y a un comportement, une signature, une façon d'être qui fait qu'on identifie, on perçoit, on reconnaît, on se reconnaît. Et c'est toujours le plus intéressant. Que vais-je faire de ma douleur? Que vais-je en faire de positif? Comment vais-je transcender cet événement? Qu'est-ce que ça m'a, je ne vais pas dire apporté, mais appris? Qu'est-ce que ça me donne de plus aujourd'hui? Quel est cet atout que je possède en ayant vécu ce moment épouvantable? Eh bien aujourd'hui, ça fait d'elle une enseignante absolument formidable. Une enseignante attentive à ses élèves, bien au-delà du parcours scolaire, qui presque devient, je ne vais pas dire anecdotique, mais disons que ce n'est pas là que réside sa supra-compétence. Sa méta-compétence, elle est dans sa façon d'être, son écoute, son attention, sa vigilance. Pas une vigilance consciente, une vigilance qui est une compétence acquise. Donc malheureusement, elle n'a pas pu voir aboutir de plainte et de reconnaissance de son statut, mais elle a libéré totalement sa vie. Elle n'a plus du tout de toc, elle a pu reprendre ses cours. Vous l'avez compris, elle a parfaitement réussi ses examens brillamment, avec encore plus d'implication, encore plus de conscience de l'enjeu de sa place. Et aujourd'hui, elle est très heureuse comme enseignante, effectivement en maternelle. Alors, les bienfaits de ce travail font qu'elle a pu, elle, libérer son ADN et sa mémoire épigénétique du traumatisme qui était écrit et qui se manifestait par les TOC, par cet état dépressif, par cette réclusion, cette déscolarisation et ce risque d'échec professionnel. Mais il a eu un bénéfice secondaire qui est que son frère, un jour, est venu se confier à elle. Et se confier à elle qu'il avait lui-même vécu beaucoup d'agressions sexuelles de la part d'un de ses cousins. Des incestes familiaux. Et là, malheureusement, la réaction des parents n'a pas été aussi soutenante, puisqu'en fait il s'agissait, l'agresseur était le fils d'un frère d'un des parents, et donc c'était un peu le seuil infranchissable. On était passé d'un violeur étranger
à un inceste intrafamilial. Et là, toute la cellule familiale allait exploser. Effectivement, dans un monde social entre CSP+, militaire et grade vie professionnelle CSP++, et donc intolérable de faire vivre ça aux grands-parents, de faire tomber l'opprobre sur la famille, et donc les parents ont sinistrement et malheureusement continué de fréquenter le violeur de leur fils en sachant ce qu'il lui avait fait. Ils n'ont pas nié ce qui était arrivé à leur fils, mais ils continuent de côtoyer et d'honorer les évolutions de cet homme qui est devenu aujourd'hui sous-officier dans l'armée et qui va, malheureusement je le crains car c'est une déviance qui, si elle n'est pas arrêtée, se poursuit justement parce que la honte donne une forme d'impunité. Donc il risque d'avoir à nouveau des comportements à l'identique dans son cadre professionnel et c'est extrêmement périlleux, pour ne pas dire dangereux. Mais à ce stade, je sais que malheureusement, il n'a pas pu être, lui, pris en charge et qu'il fait des choix de vie qui sont entachés non seulement de ce qu'il a vécu, mais pire encore, de ce que ses parents aujourd'hui cautionnent, ou bien ferment les yeux, ou sont incapables de se confronter à ce qui ferait exploser leur milieu familial et qui était leur limite. Donc attention, je sais que je reste attentive à ce jeune homme parce qu'il va un jour malheureusement aller très 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 mal et qu'il aura besoin d'être entendu et d'être accueilli. Et si autour de vous, vous avez des gens qui sont dans le déni ou qui sont dans la souffrance mutique ou qui ont des symptômes insolites, n'hésitez pas à leur partager cet épisode qui pourrait hélas peut-être les concerner, mais aussi les faire se sentir moins seuls, leur donner envie de se faire aider, de sortir de la honte, de sortir du silence. Il est vraiment urgent que la honte change de camp. L'amnésie traumatique, un jour on en sort, et s'en libérer, c'est réellement changer sa vie. C'est donner à sa vie le plein retour de son propre pouvoir personnel et n'être plus justement piloté par la mémoire épigénétique d'une agression qui finalement a beaucoup plus de conséquences qu'on ne le pense, même lorsqu'on l'a oublié, même lorsqu'on la tait, même lorsqu'on en a honte, même lorsque c'est il y a des années. Tout est écrit dans notre mémoire épigénétique. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de très belles évolutions dans vos vies. La vie est un chemin d'évolution, de grandes prises de conscience. Et si vous avez aimé ce podcast, si vous y trouvez un sens, de l'aide, une ressource, n'hésitez pas à le liker, ça permettra d'augmenter la visibilité de la chaîne. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait être concerné et ainsi à faire grandir ceux parmi nous qui iront mieux. Et ainsi la société ira mieux. Très très belle journée à vous et à bientôt sur My Pink Sofa pour une nouvelle enquête.